Clap, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de mon podcast 100% dédié à la NFL. On va l'appeler le Endzone Podcast, je pense. J'ai pas encore vraiment de nom, mais on va faire simple. Si vous avez des idées de nom dans les commentaires, n'hésitez pas à me soumettre vos idées. Mais comme promis, aujourd'hui, on s'attaque à l'AFC West, une division assez relevée, puisque je trouve que les équipes ont toutes eu des intersaisons assez intéressantes. Donc écoutez, sans plus attendre, on va commencer par les quatrièmes de l'année dernière, c'est-à-dire les Raiders de Las Vegas. En 2024, les Raiders ont, comme trop souvent ces dernières années, encore eu une saison compliquée. Euh, Ça commence à faire long pour les fans des Raiders qui n'ont pas vu leur équipe en positif 2 ans d'affilée depuis 2002. Ils se sont d'ailleurs qualifiés que 2 fois en playoff depuis 2002. Alors il y a eu 2 années en 8-8, en 2010 et 2011, mais je ne sais pas si on peut s'enorgueillir de ces résultats. Donc voilà, force à vous si vous êtes fan des Raiders. On n'est pas ensemble, mais je pense fort à vous. Tous les ans, il y a des changements et tous les ans, ça déçoit. Heureusement, cette année, j'ai plus d'espoir que les années précédentes. D'une part, parce qu'il y a un grand ménage qui a été fait dans le roster pendant l'intersaison, mais surtout parce qu'on assiste à l'arrivée d'un nouveau coaching staff avec un retour de Pete Carroll en tant que head coach en NFL à 75 ou 76 ans, il me semble. Donc voilà, j'espère que j'aurai autant d'énergie que lui à son âge. Il emmène avec lui Chip Kelly en tant qu'offensive coordinateur. Et du côté de la défense, Patrick Graham, lui, reste en place en tant que défensif coordinateur. Donc voilà, pour moi, les Raiders avaient besoin de se débarrasser un petit peu de cette culture de perdant, si je puis dire. Et s'il y a bien une chose où Pete Carroll, on l'a vu année après année exceller, c'est dans la construction d'une identité forte pour un roster. Et je pense que c'est la première étape d'un rebuild réussi, c'est d'arriver à connecter avec les joueurs. Et sur ce point-là en particulier, je suis assez optimiste. Je pense que ça peut leur redonner une trajectoire ascendante et les remettre sur de bons rails en tant que franchise. Et à mon avis, à l'heure actuelle, c'est ça le plus important. Du côté du roster, évidemment, on a eu l'arrivée de Geno Smith, échangé par Seattle, qui rejoint son ancien head coach, Pete Carroll, et qui a d'office été prolongé à une moyenne de 37,5 millions par an. Du côté de la défense, ils ont prolongé leur joueur star Max Crosby à un contrat de 35 millions par an en moyenne. En revanche, il y a eu beaucoup de départs de ce côté-là du ballon, puisqu'ils perdent leur duo de linebackers, Robert Spillane et Divine Dablo. Ils perdent deux de leurs cornerbacks, à savoir Nate Hobbs et Jack Jones. Ils disent aussi au revoir à leur safety Trevon Moehrig, qui a été remplacé par Jeremy Chin en free agency. Ça, j'avais trouvé que c'était une bonne opération. Et il y a eu évidemment le cas particulier de Christian Wilkins, qui a été remercié un peu plus tôt cette semaine pour des raisons dont on ne connaît pas exactement les tenants et aboutissants, mais il y a eu un incident dans le vestiaire suffisamment grave pour se séparer de lui, malgré le fait que l'ancien general manager l'avait signé un contrat de 110 millions pour 4 ans, donc 80 millions garantis l'année dernière. Et il a joué que 5 matchs avec eux, puisqu'il est sorti, il a manqué le reste de la saison sur blessure. Donc voilà, un gros investissement avec peu de contributions au final. Mais écoutez, ça va laisser la place à des jeunes joueurs de prouver, de montrer leur valeur. Et je pense que leur défense ne sera quand même pas sous-estimée, puisque Pete Carroll et Patrick Graham devraient arriver à mettre en place quelque chose qui tient la route, malgré le manque de talent individuel avéré. Pour ce qui est de l'attaque, je m'attends à voir un changement radical au niveau de leur philosophie de jeu, que ce soit la mentalité de Pete Carroll ou la préférence de Chip Kelly à vouloir courir le ballon. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Raiders, qui se classaient quand même 32e sur 32, dernier de la ligue en EPA par play sur l'attaque à la course. Donc on les a vus faire des opérations dans ce sens-là, que ce soit le choix de Ashton Jeanty, le running back de Boise State, avec le 6e choix overall à la draft, que ce soit la façon dont ils ont remodelé leur offensive line. Ils ont déjà prolongé Colton Miller au poste de left tackle.
Ils ont repassé Jackson Powers-Johnson au poste de centre, là où il est meilleur. Ils ont drafté un nouveau right guard. Ils ont passé DJ Glaze au poste de right tackle. Donc, tous ces changements me font dire que on devrait les voir beaucoup plus exploiter leur offense à la course et s'améliorer en tout cas dans ce domaine-là. Pour ce qui est de l'offense à la passe, ça dépendra évidemment de si Chip Kelly arrive à... Il y a une possibilité, une éventualité où Chip Kelly arrive à allier une offense avec une mentalité NFL et la créativité de college football. Alors ça pourrait être très très divertissant à voir. Mais je pense que ça devrait être correct avec Geno Smith, Brock Bowers, qu'on a vu réaliser l'année dernière la meilleure saison rookie pour un tight end de l'histoire. Jacoby Myers, ils ont également drafté Jack Bech au second tour. Donc ça pourrait être correct à la condition évidemment que leur O-line tienne la route en passe protection. Donc voilà pour les Raiders de Las Vegas, un énième changement de coaching staff et une énième reconstruction, mais qui pour une fois je trouve est plus cohérente et les étapes sont faites dans le bon ordre. Donc si on reste lucide, je pense que ce n'est pas une équipe qui sera en positif dès cette année, mais c'est une équipe qui peut donner du fil à retordre sur certains matchs, qui peut aller gratter 6 ou 7 victoires malgré la difficulté de la division. Je pense qu'ils rateront les playoffs, mais que ce sera quand même une nette amélioration par rapport à 2024. Sans plus attendre, on passe à l'équipe qui a terminé 3e de la division. J'ai nommé les Broncos de Denver. Denver termine la saison avec un bilan de 10 victoires pour 7 défaites et une qualification en playoff. Bon, malgré le fait qu'ils se soient fait éliminer au premier tour par les Bills, ça reste globalement une saison très très convaincante et très positive pour la suite pour Denver. On a vu que leur quarterback, Bo Nix, sur sa saison rookie, il avait eu une progression remarquable. Il avait eu beaucoup de mal sur les 3-4 premières semaines. Et ensuite, il a progressé franchement presque de match en match. C'est dû au fait que l'offense a été un petit peu simplifiée. On sait qu'en termes de terminologie, les play calls de Sean Payton sont assez complexes, encore plus pour un quarterback rookie. Mais ils ont simplifié ça, surtout sur first down, et ça a beaucoup aidé Bo Nix. De toute façon, c'est pas étonnant, c'est pas dû au hasard, puisque Denver a pour moi l'un des meilleurs coaching staff de la ligue. Je parle pas seulement de Sean Payton, mais tous leurs coachs de position, leurs coordinateurs, c'est un des coaching staff les plus expérimentés qu'on peut trouver. Donc ça a franchement bien marché. Cela dit, le coaching staff de Denver n'était pas du tout le seul élément qui a permis à Bo Nix d'être aussi bien entouré l'année dernière, puisqu'il y avait d'une part une très très bonne ligne offensive, que ce soit Quinn Miners, qui est pour moi le meilleur guard en NFL, ou Garrett Bowles sur le côté gauche, et d'autre part, comment ne pas le mentionner, une défense élite, la meilleure défense en NFL, qui se classe première en EPA par play en passing defense, troisième en EPA par play en rushing defense et troisième en points concédés. Donc je trouve que avoir une défense élite, c'est une manière très sous-cotée de bien entourer un quarterback parce que ça lui enlève la pression de devoir aller marquer 30 points par match pour gagner. Si tu as une défense qui concède peu de points, bah déjà ça va donner plus de liberté ou on va dire plus de marge de manœuvre à ton quarterback rookie qui va forcément faire des erreurs, mais ça va lui donner aussi le ballon plus souvent, ça va lui donner une meilleure field position. Donc globalement, je trouve que c'est une très très bonne manière d'entourer Bo Nix et on a vu l'année dernière que ça avait très bien marché. D'ailleurs, cette défense-là s'est encore plus améliorée pendant l'intersaison, puisque l'intersaison de Denver a été pour moi très réussie. Alors pourquoi je trouve que Denver a eu une intersaison aussi complète? Premièrement, c'est parce que pendant la free agency, ils ont perdu que très peu de monde parmi leurs joueurs titulaires. On compte les départs de Javonte Williams, leur running back, qui était malheureusement trop souvent blessé, et le départ de leur linebacker Cody Barton. Mais ils ont signé 2 anciens défenseurs des 49ers à des contrats financièrement très intéressants. Tout d'abord, le linebacker Dre Greenlaw a un contrat de 3 ans pour 31 millions et celle du safety Tolanoa Ufanga a un contrat de 3 ans pour 39 millions. En plus de ça, ils ont également signé le tight end Evan Ingram, ancien joueur de Jacksonville, un contrat de 2 ans pour 23 millions.
Et pour les running backs, ils se sont renforcés à la free agency avec J.K. Dobbins, qui a fait une bonne saison avant sa blessure chez les Chargers. Et à la draft, ils ont sélectionné le running back R.J. Harvey au 2e tour. C'est un running back qui est un tout petit peu plus petit que la moyenne, mais qui est extrêmement rapide, extrêmement agile, très très vif sur ses appuis. C'est l'un des running backs qui a provoqué le plus de plaquages manqués l'année dernière en college football. Je trouve que c'est une statistique qui est très révélatrice pour les running backs. En plus de ça, il est doué dans le passing game, donc je pense qu'il sera très impliqué là-dedans. Il me rappelle un petit peu, sur certains aspects, un Alvin Kamara. Alors je ne dis pas qu'il aura la même carrière qu'Alvin Kamara, bien sûr, mais il pourra être utilisé un petit peu de la même manière qu'Alvin Kamara dans l'offense de Sean Payton chez les Saints. En plus de ça, au premier tour, ils en ont remis une couche en défense avec la sélection de Jadaï Barron, qui jouera nickelback aux côtés du joueur défensif de l'année, Patrick Surtain. Donc leur escouade de cornerback est très très complète. Le poste de nickel, c'est un des rares postes qui pouvait encore améliorer sur cette défense. Donc voilà, très convaincu par l'intersaison de Denver. Et à mon avis, ça va à nouveau être l'une des défenses les plus pénibles à affronter en 2025, tout simplement parce qu'il vous faut un arsenal offensif capable de rivaliser avec le secondary des Broncos. Mais en plus de ça, si aucune de vos cibles ne se démarque en moins de 2 secondes, votre quarterback risque de se faire découper. Donc franchement, Denver, ils se sont améliorés encore en défense. Ils ont renforcé un de leurs seuls points faibles en attaque, qui était le jeu au sol. Donc je vois Denver s'améliorer encore cette saison. Peut-être refaire une saison à 10 victoires, peut-être encore plus. Je sais que la division est relevée, mais pour moi, ils sont capables de se qualifier en playoff cette année. On poursuit notre petit tour d'AFC West avec l'équipe qui a terminé 2e de la division, les Chargers de Los Angeles. Ils finissent avec un bilan de 11 victoires pour 6 défaites. Et malheureusement, ils se sont fait éliminer au premier tour des playoffs par les Texans, dans un match qui a vu Justin Herbert lancer 4 interceptions. Mais à titre personnel, j'ai trouvé que ce match avait été assez peu révélateur de la qualité de jeu de Justin Herbert à la passe pendant la saison régulière, puisque figurez-vous que malgré une offense dirigée par Jim Harbaugh et Greg Roman, les Chargers ont quand même fini avec des meilleures performances en EPA par play à la passe plutôt qu'à la course. Et ça, c'est grâce à Justin Herbert, qui a été diablement efficace à la passe, alors qu'on lui demandait des choses très difficiles. On lui demandait de réaliser des lectures de jeu au dernier moment parce qu'il était dos à la défense pendant qu'il faisait un fake end-off. On lui demandait de viser des zones particulièrement dangereuses sur le terrain, à savoir la zone intermédiaire au milieu. Et pourtant, il a eu très peu de déchets. Il a fini la saison régulière avec 23 touchdowns et seulement 3 interceptions. Donc voilà, j'avais des questions sur Justin Herbert avant la saison 2024. Et pour moi, malgré ce match de playoff, il a largement répondu à mes attentes. Et je pense que c'est le franchise quarterback des Chargers pour encore de nombreuses années. Je pense que ça va très bien matcher avec Jim Harbaugh pour les saisons à venir. Et l'autre grande force des Chargers l'année dernière, ça a été évidemment leur défense. Très jeune défense d'ailleurs, dirigée par Jesse Minter, qui était l'un des disciples de Mike McDonald à Michigan et qui a accompagné Jim Harbaugh pour son grand retour en NFL. D'ailleurs, Jim Harbaugh l'a choisi pour être son coordinateur défensif. Et dès sa première année, il réussit à mettre en place une escouade qui termine dans le top 5 en défense contre la course, dans le top 10 en défense contre la passe et qui termine tout simplement première en points encaissés. Donc les Chargers, meilleure défense de la ligue l'année dernière en points encaissés. En plus de ça, c'est une escouade qui a vu naître 2 rookies dans le defensive backfield, à savoir Tarib Steele et Cam Hart, qui ont été sélectionnés mine de rien assez tard à la draft et qui ont été 2 grosses révélations pour les Chargers cette année. Donc très bonne draft l'année dernière, les Chargers, que ce soit en début de draft avec la sélection de Joe Alt, le right tackle, que ce soit la sélection de Ladd McConkey au 2e tour, le receveur qui a fait aussi une très bonne saison et qui a tout de suite émergé en tant que receveur numéro 1 pour les Chargers. Et en fin de draft également, du coup, avec les joueurs que je viens de vous citer. Donc, vraiment, très bonne gestion de la part du nouveau front office des Chargers. Et en plus de ça, ils ont remis le couvert cette année. D'ailleurs, leur intersaison, parlons-en, puisque en free agency, on a vu les départs de leur edge rusher Joey Bosa, qui a signé avec les Bills. Il y a également eu le départ de leur cornerback Asante Samuel Jr., celui du receveur 3 Josh Palmer, ainsi que leur duo de running back J.K. Dobbins et Gus Edwards, qui avaient un peu suivi leur ancien coordinateur offensif Greg Roman
à Los Angeles. Mais ils ont également signé Khalil Mack à 1 an supplémentaire pour 18 millions. Ils ont prolongé leur left tackle Rashawn Slater, un des tout meilleurs et jeunes en plus left tackle de la ligue. Donc ils ont un très bon duo de tackle. Et en plus de ça, ils ont signé Mekhi Becton au poste de right guard en free agency. Mekhi Becton qui a eu une excellente saison avec les Eagles cette année. Jeff Stoutland, le O-line coach des Eagles, l'un des coachs les plus respectés de toute la ligue, a repositionné Mekhi Becton à l'intérieur de la ligne et ça lui a beaucoup mieux réussi que lorsqu'il était tackle chez les Jets. Donc très bonne opération j'ai trouvé pour les Chargers. En ce qui concerne le remplacement de leur running back, ils ont signé Najee Harris qui était avec Pittsburgh les années précédentes à un contrat de 1 an pour 5 millions. Donc Jim Harbaugh fait venir l'un de ses joueurs préférés en college football chez les Chargers. Et ils ont également drafté Omarion Hampton, running back de UNC à la draft, au premier tour d'ailleurs. Donc si jamais vous jouez en fantasy, je vous conseille de drafter Omarion Hampton. Voilà, petit conseil au passage, c'est gratuit. Puis au deuxième tour, ils ont sélectionné le receveur Trey Harris, receveur de Ole Miss, un autre prospect que j'aimais bien, pour compenser un petit peu le départ de Josh Palmer. Ensuite, au 5e tour, ils ont sélectionné Oronde Gadsden, le receiving tight end de Syracuse. Donc, voilà, vu comment ce coaching staff a montré qu'il était capable de coacher les jeunes talents, ça a été le cas par exemple cette année avec le linebacker Diane Henley, qui a vraiment survolé sa saison sophomore. Je pense que c'est un effectif qui a encore de la place pour progresser. Et si on couple la physicalité un petit peu coachée par Jim Harbaugh à une très bonne défense, à une attaque à la passe qui s'est améliorée sur le papier, à une attaque à la course qui s'est rajeunie, je pense que les Chargers, en toute honnêteté, sont capables de créer la surprise. Et si je devais miser une petite pièce sur un outsider pour se qualifier en championship en AFC, je pense que je mettrais ma pièce sur les Chargers. Voilà. Peut-être vous me prendrez pour un fou, mais cette équipe me plaît beaucoup et je pense qu'ils vont gagner entre 11 et 12 matchs cette saison. Je ne serais pas étonné s'ils en gagnent plus. Et pour moi, ils visent une victoire en playoff à coup sûr en 2025. Et pour finir, on va parler des grands méchants de la NFL, hein, j'ai l'impression maintenant. C'est ça, quand on gagne un peu trop souvent, pendant un peu trop longtemps, on devient les vilains de la NFL. Les Chiefs, premiers de l'AFC West en 2024, avec un bilan de 15 victoires pour seulement 2 défaites. Et c'est bizarre parce que quand on regarde les statistiques de leurs escouades respectives, on voit qu'ils sont 10e en attaque à la passe, 12e en attaque à la course, 15e en défense contre la passe, 11e en défense contre la course, seulement 15e en points marqués, en revanche 4e en points encaissés. Mais ce n'est pas des stats qui font très peur dit comme ça. La grande force des Chiefs, ça a été avant tout leur consistance, enfin leur constance plutôt, pour parler français. C'est une des versions les moins convaincantes, je dirais, des Chiefs qu'on a vu depuis plusieurs années. Et pourtant, ils sont quand même allés au Super Bowl. Donc voilà, je pense que Patrick Mahomes est loin d'être enterré. Je pense que Andy Reid est toujours le meilleur coach de la ligue. Je pense qu'ils ont une espèce d'ADN championship, un peu comme le Real Madrid en Champions League. Et quand ils arrivent en playoff, c'est là qu'ils montrent leur vrai visage. Donc voilà, jamais j'enterrerai les Chiefs trop tôt. Et surtout, leur general manager a une très très bonne gestion de ce roster pour arriver à le maintenir à un tel niveau. C'est pas une chose facile en NFL, étant donné à quel point les contrats sont élevés et les carrières sont courtes. Donc on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur en tant que general manager. Et pourtant, ce roster des Chiefs arrive année après année à être ultra compétitif. Alors cette année, ça n'a pas suffi pour s'imposer au Super Bowl contre les Eagles. Mais voilà, j'aimerais en profiter d'ailleurs pour débunk un petit truc que j'ai entendu plusieurs fois cette saison, qui est que les Chiefs se font carry par les arbitres. C'est pas vrai. Quand on regarde les statistiques des équipes, ou plutôt des attaques qui sont favorisées par les pénalités adverses, on voit que les Chiefs sont dans le top 10, certes,
mais qui sont derrière des attaques comme celle des Ravens, celle des Chiefs ou celle des Bengals. Donc, c'est loin d'être les premiers en NFL en termes d'arbitrage en leur faveur. Au contraire, la manière dont les Chiefs ont gagné autant de matchs cette année, c'est parce qu'ils ont eu une stratégie vraiment un petit peu de rouleau compresseur où ils avançaient doucement mais sûrement. Une statistique intéressante, c'est que les Chiefs sont 31e de la NFL en yards par play, mais 12e en EPA par play. Donc ils marquaient peu de yards, enfin ils inscrivaient peu de yards, mais tous les yards qu'ils inscrivaient comptaient beaucoup. Par exemple des yards en red zone, ça compte plus que des yards dans notre propre moitié de terrain. Ils ont aussi très peu de plays négatifs, donc très peu de pénalités, très peu de tackle for loss. Donc voilà, ça avançait doucement mais sûrement pour les Chiefs en attaque. Ça leur permettait de se créer des occasions de third and short, donc de troisième down, mais avec des courtes distances pour compléter. D'ailleurs, c'est une des équipes qui a eu le meilleur taux de complétion sur third down. Ils sont 4e en NFL. Et leur stratégie, c'était de tout ralentir en attaque. Ils sont derniers de la ligue en no-huddle, par exemple. Et ça leur permettait déjà de dégrainer l'horloge en ayant en tête que de toute façon, si les deux équipes, enfin si les deux offenses avaient peu d'occasions et peu de fois le ballon dans le match, c'est eux qui allaient être les plus efficaces et c'est eux qui allaient marquer le plus sur ces occasions-là. Et ça permettait aussi à leur défense de rester entre guillemets frais puisqu'ils n'étaient pas précipités à revenir sur le terrain. Défense qui est très très bonne par ailleurs. On a vu les squads de Steve Spagnuolo vraiment dominer depuis 2 ans. C'est un peu une inversion de la tendance pour les Chiefs qui, sur les années précédentes, avaient une excellente attaque et une défense correcte et qui maintenant disposent d'une attaque qui marche tranquillement mais sûrement et d'une défense excellente qui leur permet du coup d'encaisser moins de points que leurs adversaires. Et c'est comme ça qu'ils ont changé la formule. On va parler de leur off-season, parce qu'il y a eu pas mal de changements, et on va commencer par la free agency. Pendant la free agency, les Chiefs ont perdu quelques-uns de leurs titulaires, à commencer par Tershawn Wharton, le defensive tackle. C'est un peu un problème dans la mesure où leur D-line reposait déjà beaucoup sur Chris Jones. Heureusement, ils ont adressé ce problème-là à la draft. Ils ont également perdu leur safety Justin Reed. Et ils ont perdu leur left guard / left tackle Joe Thuney. Joe Thuney qui avait fait un ensemble de très bonnes saisons chez les Chiefs depuis son arrivée, qui avait permis de solidifier leur ligne offensive après le Super Bowl perdu contre les Buccaneers où Mahomes n'avait tout simplement rien pu faire. En revanche, ils ont prolongé Trey Smith, leur right guard. Voilà, ils avaient le choix. Ils ont dû faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Et ils ont opté pour le plus jeune des deux guards. Donc Trey Smith a signé pour 4 ans, 94 millions, dont 70 millions garantis. Je crois que ça devient le guard le mieux payé de la ligue. Ils ont également re-signé Nick Bolton, leur linebacker, un contrat de 3 ans pour 45 millions. Ils ont prolongé George Karlaftis, leur D-end, qui avait encore, je crois, 2 ans sur son contrat, mais il a été prolongé de 4 ans supplémentaires. Donc ça va permettre d'étaler un petit peu toute la somme de son contrat sur 6 ans, ce qui est beaucoup plus confortable en termes de gestion de capital. Ils ont aussi signé Christian Fulton. Ça, c'est un ajout un peu sous-coté à mon sens, parce que ça va permettre de pouvoir replacer leur cornerback Trent McDuffie en nickel, enfin à l'intérieur plutôt qu'en outside cornerback. Et on a vu cette saison qu'il était beaucoup plus à l'aise à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cette saison, il a été obligé de jouer à l'extérieur et ça lui a beaucoup moins bien réussi. Donc voilà, une bonne opération pour les Chiefs. Et ensuite, à la draft, ils ont eu plusieurs ajouts intéressants, à commencer par le left tackle Josh Simmons d'Ohio State, un prospect qui a le talent brut pour prétendre au titre de meilleur tackle de la draft, mais qui avait subi une grosse blessure au genou qui l'a fait un petit peu chuter. Mais ça a permis à Kansas City de le sélectionner avec le choix numéro 31 au premier tour de la draft. Donc voilà, une draft qui avait très bien commencé et qui a tout aussi bien continué avec 2 sélections sur la D-line au 2e et au 3e tour, à savoir Omar Norman-Lott et Ashton Gillott. Moi, c'est des choix qui m'ont particulièrement plu. Je sais que ce n'était pas le cas pour tous les fans des Chiefs.
Ils ont aussi sélectionné Noel Williams, un cornerback très très physique, et le receveur Jalen Royals, qui je trouve est une grosse menace après réception et qui devrait pouvoir leur permettre de survivre à l'absence de Rashee Rice, puisqu'il revient d'une assez grosse blessure et qui va faire face à des matchs de suspension. Alors, j'aime beaucoup Rashee Rice, mais je pense qu'il est loin d'être irremplaçable dans un schéma tel que celui de Andy Reid. Donc voilà, Jalen Royals, très bon ajout. J'ai même pas parlé de Brashard Smith, le running back de SMU, qui pourrait s'avérer être un gadget player très très utile pour Andy Reid. Donc voilà, en tout et pour tout, ça donne une bonne intersaison pour les Chiefs. C'est une très bonne équipe qui devrait a priori le rester. Je ne sais pas s'ils auront un vent aussi favorable qu'en 2024 pour aller gagner 15 matchs. Mais je pense qu'ils sont capables de remporter 12 victoires largement, se qualifier en playoff. Et évidemment, ils font encore partie de mes favoris pour le Super Bowl en 2025. Ce qui clôture notre deuxième épisode. Voilà, après le premier épisode sur la NFC West, j'ai l'impression d'envoyer toutes les équipes en playoff. Mais bon, la NFC West a déjà envoyé 3 de ses équipes en playoff en 2024. Donc je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être réitéré, surtout vu l'intersaison de toutes ces franchises-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. A priori, le prochain épisode portera sur la NFC Nord, donc encore une division très relevée. Mais en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao.